Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing d'un livre. Nous savons tous que l'objectif c'est la croissance personnelle. Donc quoi de mieux que de commencer par un livre de Lise Bourbeau. Qui es-tu? Qui nous parle justement de découvrir la personne qu'on est, l'essence de ce qui fait de nous des êtres humains. Donc si tu as l'habitude de te poser cette question, cette vidéo est faite pour toi. Pour une meilleure compréhension de ce livre, la vidéo sera divisée en 3 parties. Donc la première partie, c'est juste pourquoi est-ce que cette question revient toujours? Qui suis-je? Pourquoi est-ce que cette question existentielle fait partie du quotidien de certains? On va juste essayer de comprendre pourquoi elle revient constamment. Alors, la deuxième partie sera juste d'expliquer les 10 principes les plus importants selon moi que j'ai retrouvés dans ce livre. Donc, je vais le partager avec vous. Et la troisième partie, ce sera mon avis. Je vous donnerai mon avis. Qu'est-ce que je pense de ce livre? Parce que oui, ça compte. Et ensuite, je vous dirai, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas? Donc guys, on ne peut pas commencer ce débriefing sans toutefois parler de l'auteur de ce livre. Ce sera un petit peu du manque de respect. Donc pour votre information, Lise Bourbeau est écrivaine canadienne. Donc elle est l'auteur d'un best-seller qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. On fera également le débrief sur cette chaîne. Donc préparez-vous, de belles choses arrivent. Au moins une fois, chacun de nous s'est posé la question de savoir: qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma place sur cette terre? Oui, cette question nous revient au moins une fois de temps en temps. Parce que nous sommes des êtres curieux et réflexifs. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Alors pourquoi est-ce que ces questions reviennent constamment? L'auteur explique dans son livre que nous sommes des êtres à la recherche de sens. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous sommes à la quête de sens, cela nous pousse à nous poser des questions existentielles comme qui suis-je, que l'auteur répond actuellement dans son livre. Puis en tant qu'être humain, nous avons besoin de ce sens-là, de comprendre ces choses-là pour pouvoir exister et être épanoui. Et la deuxième des choses, c'est que nous sommes à la recherche de l'épanouissement personnel. Et il ne peut pas avoir d'épanouissement personnel sans savoir qui nous sommes de manière authentique. Qui suis-je? Qu'est-ce que je porte en moi? Question de découvrir cette identité multifacette qui fait de nous ce que nous sommes. Et ensuite comprendre, parce qu'il s'agit de 2 choses différentes. Les découvrir et ensuite comprendre comment ça fonctionne. Alors, le premier principe de ce livre est: tu es ce que tu vois. Oui, tu es ce que tu vois. Donc, l'auteur explique dans son livre que notre perception du monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Tout ce que tu vois cherche à te montrer qui tu es vraiment. Que vois-tu autour de toi? Comment tu perçois les gens avec qui tu travailles? Que vois-tu quand tu arrives dans un centre commercial? Quand tu arrives dans une soirée? Quand tu arrives à ton lieu de travail? Ce sur quoi tu portes ton regard est le reflet de qui tu es. Donc ça veut dire quoi? Si je vois que de la méchanceté, de l'égoïsme, cela reflète une partie de moi. Je sais, c'est difficile parce que effectivement notre ego en prend un coup de savoir qu'effectivement ce que je vois dans l'autre est le reflet de qui je suis. Surtout quand ces choses sont dégueulasses, il faut le dire. Quand ces choses-là ne nous conviennent pas forcément, c'est difficile parce que notre ego en prend un coup. On va se dire non, je ne suis pas telle comme telle personne. Non, je n'ai pas tel caractère. Oui, c'est notre ego qui prend le dessus sur ce que nous voyons. Mais si tu es dans un monde où tu vois de la beauté, de la douceur, de la tendresse, de la paix, de la patience, c'est justement le reflet d'une partie de toi. On va prendre l'exemple d'une fille. Je vais lui donner le nom de Sophie. Donc Sophie, là où elle travaille, elle constate que tout le monde est paresseux. Elle constate que ses camarades de classe sont paresseux. Ils ne veulent pas faire leurs devoirs. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien fournir. Mais par contre, elle se trouve bosseuse, travailleuse, diligente, disciplinée. Elle trouve que ses camarades qui l'entourent sont paresseux. L'exercice ici pour y remédier est d'avoir un journal de perception. Oui, donc notez à chaque fois qu'on perçoit des choses, c'est les personnes qui nous entourent. Par exemple, si tu perçois
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces situations? Sophie se trouve dans une situation où elle juge ses camarades de paresseux. Ça veut dire que d'une certaine manière, Sophie a une part d'elle qui reflète la paresse. Juste que peut-être elle ne se permet pas d'être paresseuse parce que soit son éducation ne permet pas d'être paresseuse ou bien de paresser à faire certaines activités, ou soit ses principes, mais il y a une part d'elle qui veut bien de temps en temps se laisser à être paresseuse, mais Sophie ne se permet pas. Mais qu'est-ce qui se passe là? Sophie doit juste observer qu'effectivement, moi aussi, j'ai une part de moi qui est paresseuse. C'est pour cela que je suis capable d'observer ça chez mes camarades de classe, chez mes voisins. Donc voilà un petit peu le premier principe. On passe au deuxième principe du livre qui est: tu es ce que tu entends. Oui, tu l'as bien entendu. Donc l'auteur explique dans son livre qu'en tant qu'être humain, nous comprenons 10% de toutes les informations que nous recevons par jour. Donc quand on nous parle, quand on nous donne des informations, on comprend que 10%. Et en plus de ça, notre subconscient, notre cerveau fait en sorte de comprendre et de prendre les informations qu'il lui sied en fait, les informations qu'il veut. Donc, ce tri, ce que nous entendons reflète effectivement qui nous sommes à l'intérieur de nous. On va break it down. On va prendre l'exemple de Sophie encore, qui est justement en entreprise et se fait reprendre par son supérieur en lui faisant une remarque par rapport à un travail qu'elle a rendu. Sophie entend cela comme une critique. Elle se dit, mais pourquoi elle me critique? Pourquoi elle me dit ça? Pourquoi? Alors que peut-être son supérieur n'avait même pas l'intention de critiquer son travail, juste une remarque pour pouvoir s'améliorer les prochaines fois. Sophie voit cela une critique parce que cela représente l'insécurité qu'elle porte en elle, justement. Donc, attention à ce qu'on entend. Et ce qu'on entend reflète qui on est à l'intérieur de nous. Donc généralement, c'est ce qui se passe. Donc pour ce deuxième principe, l'exercice à pratiquer, c'est l'écoute active. Donc par exemple, passer une journée à pratiquer de l'écoute active peut être noter toutes les conversations sur lesquelles on se sent particulièrement réactif et se poser pourquoi et se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que quand elle m'a dit ça, je me suis sentie comme ça? Pourquoi est-ce que quand j'ai entendu ça, je me suis sentie? Se poser les bonnes questions va justement nous permettre de pouvoir réaliser pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Pourquoi est-ce que la situation s'est passée comme ça? Donc voilà un petit peu l'exercice qu'il faut faire. Donc pratiquer l'écoute active et pouvoir prendre une distance par rapport à ce qu'on nous dit. Pouvoir être neutre. Et écouter de façon constructive parce que peut-être la personne n'avait pas de mauvaises intentions ou peut-être ce que la personne disait était tout simplement pour nous faire une petite remarque constructive. Donc le troisième principe que l'auteur expose dans son livre est: tu es ce que tu dis. Tu es ce que tu dis. Donc l'auteur explique dans son livre ici que nous sommes ce que nous disons. Nos mots ont un impact sur nous. Ça, forcément, nous le savons. Donc les mots que nous utilisons reflètent notre état intérieur et notre état mental. On va prendre l'exemple de notre Sophie qui passe la journée à se dire: oh, j'ai pas de chance, oh, ma vie est nulle, oh, je suis conne. Et ça peut paraître même dans les petites choses qu'on fait au quotidien, les petites choses qui peuvent paraître anodines. Oui, par exemple, tu finis de faire un truc, tu payes un ticket mais tu as fait une erreur. Oh, je suis trop conne, oh, je suis trop bête. Ces mots ont de l'influence sur nous et ça reflète sur notre état intérieur. Donc l'exercice à pratiquer pour cela, c'est l'auto-observation. Pendant une semaine, vous pouvez faire attention aux mots que vous utilisez. Si vous vous rendez compte qu'il y a un mot qui revient toujours: oh, je suis conne, oh, je suis bête, vous le notez. Et après, vous vous posez les bonnes questions. Pourquoi j'utilise ça tout le temps? Pourquoi ça me vient tout le temps à la tête? Est-ce que je pense intérieurement en moi que je le suis effectivement ou c'est juste une parole comme ça? Mais généralement, ce n'est pas juste une parole comme ça. C'est une parole qui vient à l'intérieur de nous et que notre subconscient a enregistré. C'est pour ça qu'il revient de façon consciente, donc de façon constante. Se poser les bonnes questions et remplacer les phrases négatives par les affirmations positives. Au lieu de dire que j'ai pas de la chance, tu te dis: oui, j'ai de la chance, ma vie peut être belle, je peux obtenir ce que je veux, je peux obtenir la vie de mes rêves, je peux attirer de bonnes personnes à moi. Le quatrième principe est: tu es ce que tu penses. Dans ce chapitre, l'auteur explique que nos pensées influencent énormément notre réalité. Si nous pensons au quotidien que nous ne pouvons pas réaliser certaines choses, nous sommes limités à réaliser certaines choses, forcément cela va impacter notre réalité.
Ici, il est juste question de cultiver une pensée positive et de surveiller les schémas de nos pensées. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus penser négativement ou bien on n'aura plus de pensées négatives. Non, parce que c'est ce qui est, en fait, c'est la partie de l'être humain, le côté positif et le côté négatif. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Mais chercher à pouvoir contrer ces choses-là qui nous empêchent au quotidien de pouvoir manifester la réalité qu'on veut. Parce qu'en fait, il est vraiment question de ça. Manifester la réalité qu'on veut quand on recherche du succès ou quand on recherche quelque chose de positif ou même si on recherche effectivement quelque chose de négatif. Pourquoi pas entretenir ses pensées? Donc, c'est à nous de choisir. Donc, l'exercice à pratiquer pour ce principe, c'est de pratiquer les affirmations positives. On ne le dira jamais assez. Déclarer des choses positives font en sorte que notre réalité, justement, va ressembler à ces choses. Notre subconscient, c'est une machine de guerre. Il est tellement puissant que même si vous dites des choses auxquelles vous n'y croyez pas, il fera en sorte de l'intégrer dans votre mental et vous verrez que vous allez manifester la réalité que vous voulez. Donc, il est très important de comprendre que notre subconscient là, il est là. Et même si c'est que parfois on dit des choses, on ne croit pas. Je suis confiante, je suis intelligente, je suis belle, je suis... Et notre subconscient, d'une certaine manière, il va intégrer ça. Et nous verrons que nous allons manifester ces choses. Le cinquième principe, c'est tu es ce que tu manges. L'auteur explique ici que ce que nous choisissons de manger est le reflet de notre état émotionnel et de notre état mental. Donc, elle prend un exemple. Si quelqu'un aime beaucoup prendre de la caféine, on sait bien que la caféine, c'est quelque chose qui stimule. Oui, certaines personnes le prennent quand ils vont au travail pour avoir plus de force, pour être beaucoup plus éveillés. Mais l'auteur nous dit que indirectement, notre subconscient nous dit que notre vie manque de stimulation. Donc, effectivement, il y a des domaines de notre vie qui manquent de stimulation et on les retrouve en nous déversant sur la caféine. Un autre truc, c'est la viande, les choses grasses. Apparemment, pour l'auteur, manger gras signifie qu'il y a de la colère et de l'agressivité refoulée en nous. Et justement, il y en a plusieurs. L'auteur explique vraiment toutes nos différentes façons de manger, ce que nous mangeons au quotidien. Est-ce que nous mangeons sain? Est-ce que nous disons à notre corps que oui, je t'aime, je te fais confiance? Justement, c'est la façon de manger reflète effectivement toutes ces choses-là. Donc, il y en a une panoplie si vous voulez aller approfondir. Très important. Donc, l'exercice à faire pour ce principe, c'est de tenir un journal alimentaire. Donc, il est question ici de noter ce que vous avez mangé, ce que vous mangez au quotidien et comment vous vous sentez après avoir mangé ces repas. Il est vraiment question de ça, chercher à comprendre comment on se sent émotionnellement sur le plan mental après avoir mangé un repas et même physiquement. C'est des petites observations qu'il faut faire. Donc, voilà ce que l'auteur explique. On passe au sixième principe de ce livre qui est « Tu es ce que tu ressens ». Donc, l'auteur explique dans son livre que notre ressenti, nos émotions sont un indicateur fort de notre état intérieur. Jusqu'ici, on a parlé de tu es ce que tu dis, tu es ce que tu entends, tu es ce que tu vois. Mais il y a également cet outil très puissant qu'on peut utiliser à notre avantage qui est le ressenti. Alors, il peut se manifester de plusieurs façons. Généralement, on a souvent cette petite voix qui trotte dans notre esprit qu'on appelle l'intuition, qui est également un outil très très puissant. On va prendre l'exemple de notre Sophie adorée, qui prévoit un voyage pour aller en Europe avec sa famille. Et depuis quelques jours, elle se sent très anxieuse par rapport à cela. Elle ressent de l'anxiété, elle ressent du stress par rapport à ce voyage. Quel est le message qu'elle est en train de recevoir? C'est vrai qu'effectivement, elle avait prévu d'aller s'amuser avec sa famille, avec son mari sûrement, mais son ressenti à ce moment n'est pas en accord avec comment elle voudrait se sentir. Elle ne veut pas être stressée, elle ne veut pas être anxieuse. Ça veut dire qu'il y a effectivement un message. Donc, ce que Sophie veut faire, c'est noter toutes les émotions qui refont surface pendant qu'elle pense à ce voyage et se poser la question de savoir pourquoi est-ce que toutes ces émotions-là reviennent. Pourquoi est-ce que toutes ces émotions refont surface? Donc, l'exercice à pratiquer ici, c'est la méditation émotionnelle. Donc, essayez de méditer par rapport à ce que nous ressentons, par rapport à telle ou telle situation. Donc, on passe au septième principe qui est tu es ce que tu portes. Le savais-tu que tes vêtements et la manière de t'habiller est très révélatrice de ton état intérieur? Le savais-tu?
Je te le dis aujourd'hui, ta manière de t'habiller est révélatrice de ton état intérieur et de ta disposition d'esprit. Pour les personnes qui s'habillent très amplement, on peut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que vous voulez cacher? Est-ce que vous voulez cacher des défauts, la forme de votre corps? En tout cas, cela révèle effectivement votre état d'esprit et comment vous êtes disposé. Ça révèle également que vous voulez peut-être cacher votre sensibilité, votre sensualité ou peut-être votre forme du corps qui justement contiennent des informations par rapport à votre identité. On a justement l'autre côté de l'extrémité où on retrouve des personnes qui portent justement des vêtements très serrés. Il y a aussi ce lien par rapport aux vêtements. Comment est-ce que tu gardes tes vêtements? Qu'est-ce que le vêtement reflète pour toi? Il y a énormément d'informations en ce qui concerne notre identité, la personne que nous sommes à l'intérieur. Et aussi des personnes qui gardent des vêtements pendant très longtemps. Les personnes qui gardent des vêtements depuis qu'ils ont 15 ans, ils ont 30 ans maintenant, ils ont toujours ces mêmes vêtements-là. Ou comment est-ce que tu portes des vêtements pendant la semaine? Est-ce que tu portes des mêmes vêtements chaque semaine? Donc ça reflète également qui nous sommes. Ça peut refléter un style d'attachement. Donc l'exercice à faire pour cette partie est de d'écouter et d'observer. Il suffit de s'observer au quotidien. Quels sont les vêtements que je mets le plus? Qu'est-ce que ça révèle par rapport à mon identité? Et aussi d'écouter, c'est-à-dire désencombrer tous les endroits de notre maison. Si on a des vêtements qu'on garde depuis longtemps, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Quel est l'attachement que j'ai envers cette couleur ou envers ce vêtement? Pour se poser les bonnes questions. Ensuite, on va au 8e principe de cette vidéo. Le 8e principe qui est tu es la forme de ton corps. Ah oui. Le corps physique est le reflet de nos pensées et de nos croyances. L'auteur explique dans son livre avec le diagramme des morphologies. Je vous mettrai un tableau là juste pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les différentes morphologies pour pouvoir vous identifier dans cette morphologie. Pour les personnes qui ont un grand corps, grand physiquement, alors ce sont des personnes qui se pensaient déjà grands quand ils étaient enfants. Donc ils voyaient leurs parents et ils étaient admiratifs. Ils voulaient être comme leurs parents, donc grands. Donc ce qu'il faut, c'est juste s'observer. Comment est-ce qu'on réagit par rapport au corps qu'on a? Qu'est-ce que notre corps nous indique par rapport au tableau qui sera juste là? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les indications que votre corps vous indique par rapport à votre personnalité, votre identité? On passe au 9e principe de ce livre qui est tu es tes malaises et tes maladies. Donc ce chapitre, il est à prendre avec énormément de nuances et avec beaucoup de pincettes parce que effectivement, il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu. Il y a également le facteur biologique et le facteur physique du tu marches en route, tu tombes, tu te casses la jambe, tu vas pas forcément vouloir dire que cela est lié à qui tu es, à ton identité. Vraiment, cette partie est à prendre avec énormément de pincettes. Si vous voulez l'approfondir, il est important de prendre le livre pour mieux comprendre ce qu'il explique. Alors, tes maladies. Donc, en effet, quand on expérimente un malaise ou bien une maladie, il y a effectivement un message qui va avec. Donc, ton corps est en train de te dire que ce que tu dis, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens n'est pas bénéfique pour ta santé actuellement. C'est le message qui te renvoie. Il te dit également qu'un aspect de ta vie, un aspect de toi a besoin d'amour. Un aspect de toi a besoin que tu l'accordes ton attention et ton amour. Donc, c'est ce qu'on va découvrir actuellement. Donc, moi, je vais prendre 2 exemples par rapport à toutes les maladies qui sont expliquées dans le livre. Donc, il y a vraiment plus de 100 maladies. Mais moi, je vais juste vous donner 2 exemples par rapport à ce qu'elle explique dans son livre. Donc, premièrement, je vais parler de la constipation. Donc, elle explique dans son livre que quand on est constipé, ça veut dire que cela reflète que nous sommes des personnes qui sont beaucoup dans la résistance. J'ai pris cet exemple parce que ça me reflète. J'ai souvent des constipations de temps en temps. Donc, j'ai vu que ça me parlait personnellement. Donc, ça veut dire que je suis constamment dans la résistance. Et ce, peu importe les plans de ma vie, donc émotionnel, même dans le plan physique et même dans le plan mental, que cela reflète beaucoup de résistance. Et donc le message que cela renvoie est que je dois justement lâcher prise et faire confiance en la vie, faire confiance en l'univers. La deuxième maladie ou le deuxième malaise, c'est la diarrhée. Donc ici,
La diarrhée peut être signe de peur. Donc, c'est généralement les personnes qui s'en veulent énormément, qui culpabilisent beaucoup. Cette personne qui rejette son corps et qui rejette effectivement les aliments qui sont là pour nourrir notre corps, pour nous fortifier et pour nous faire grandir. Donc voilà ce qui concerne ces deux maladies. L'exercice à pratiquer pour ce chapitre, c'est effectivement de tenir un journal de santé. Notez toutes les maladies ou tous les problèmes, les malaises que vous avez souvent dans votre quotidien ou bien de temps en temps. Et ensuite, associer cela à des émotions ou à des événements que vous avez vécu avant dans votre vie. Donc, c'est effectivement mettre le lien entre la maladie, le malaise et les émotions qui ont surgi autour de cette situation-là. Notez tout ça et pensez effectivement aux causes sous-jacentes. Nous arrivons au dernier principe de ce livre qui est « Tu es lumière ». Oui, tu es lumière. Donc, l'auteur explique cela par le fait que oui, nous sommes des êtres à la recherche constante de la plus grande des perfections. Ce qui est tout à fait normal parce qu'au quotidien, nous cherchons à nous améliorer. En tout cas, néanmoins, pour les personnes qui sont à la recherche de cela, nous cherchons à nous améliorer, à être mieux qu'hier. Donc, ce qui fait que nous tendons vers ces êtres-là. Et si nous recherchons cette chose-là, donc cette lumière, cette grande perfection-là, ça veut dire qu'elle existe déjà en nous. C'est juste à nous de le manifester et de le montrer au monde entier. Donc effectivement, nous sommes des êtres de lumière. Donc voilà les 10 principes que Lise Bourbeau aborde dans son livre « Qui es-tu » On passe donc à la troisième partie de cette vidéo où je vais vous donner mon avis. Alors ce livre « Qui es-tu » de Lise Bourbeau, mon avis. Alors, premièrement, je trouve la perspective du livre très profonde en ce qui concerne le développement personnel et aussi en ce qui concerne de savoir qui tu es, qui nous sommes dans ce que nous faisons. Il y a effectivement une approche très humaine en ce qui concerne de mettre le lien entre le domaine émotionnel, physique, mental, psychique. Donc moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et le point le plus important dans ce livre que je trouve, c'est la subtilité à mettre vraiment le lien entre nos émotions, notre environnement, notre physique et tout ce qui va avec en fait. Je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Le fait que l'auteur nous invite également à faire des introspections, d'être sincère avec nous-mêmes et de prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive. En tout cas, moi, je trouve ça très, très intéressant et très impactant. Donc, est-ce que je recommande ce livre? La question se pose encore. Question rhétorique. Alors oui, je le recommande à 100 000%. Ce livre, il est très impactant. Il a beaucoup d'informations qui peuvent être très utiles pour une personne qui est dans son aventure ou bien qui est dans son chemin à se découvrir. Je le trouve vraiment très impactant. Donc, je le recommande à 100 000%. Donc guys, on est arrivé au terme de cette vidéo du livre Qui suis-je de Lise Bourbeau. Très intéressant en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.